Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir en direct du studio de Lucans pour une émission dédiée à l'engagement RSO des organismes de sécurité sociale. Une émission qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine européenne développement durable 2023. Ses objectifs, donner la parole aux organismes et valoriser les initiatives locales en illustrant les 5 engagements du référentiel RSO responsable au quotidien. Une émission que vous retrouverez dès ce soir en replay sur la page TV UCANS du site de l'UCANS. Je vous invite dès maintenant à poser vos questions à nos intervenants à travers le chat de l'émission. Sans plus tarder, je vous présente nos 5 invités et je me tourne déjà vers Marianne Ferré. Bonjour Marianne Ferré, vous êtes responsable projet à la IMSA. Bonjour Fabrice, oui c'est ça, tout à fait. Bonjour Najida Moussi, bonjour. Bonjour à tous et Alors, à tous. vous allez intervenir ce soir avec votre casquette d'ex-responsable mobilité RSO de l'URSSAF Languedoc-Roussillon. Et je souligne que vous êtes depuis peu responsable projet à l'URSSAF Caisse nationale RSO, responsable projet RSO, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle Lebon, donc vous êtes, comme chacun le sait, au sein de la DRSM de La Réunion, référente développement durable pour les DROM. Et donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Je me tourne vers vous, Marianne Ferré. En préparant cette émission, ce qui m'a frappé, et ce qui a frappé l'équipe aussi, c'est votre grande expérience en matière d'ateliers de sensibilisation aux enjeux de la transition écologique. J'ai noté près d'une 50aine d'ateliers. Et on s'est demandé ce matin en préparant l'émission, mais comment vous expliquez cet engagement ? Effectivement, j'ai sensibilisé près de 500 personnes depuis un an. Alors, je suis née au pied des Pyrénées, j'ai toujours grandi autour, avec la nature et l'environnement, toujours une place très importante dans ma vie. Donc, c'est un engagement individuel de longue date pour les protéger et également professionnel, puisque je suis une vélo-taffeuse de longue date aussi. Donc, voilà. En 2022, j'ai participé à Montpellier à un événement sur la place des femmes dans la tech. Et durant cet événement, j'ai fait la rencontre d'Olivier Rodriguez, qui est la référent locale de la fresque du numérique. Il m'a invité à participer à un premier atelier, et là, ça a été le déclic. J'ai compris que mon secteur d'activité, le numérique, avait un impact sur l'environnement que je ne soupçonnais pas aussi puissant. Je me suis tout de suite engagée à devenir animatrice, donc j'ai suivi tout le parcours de formation qui passe par la formation à l'animation de la fresque du climat. J'ai été donc formée à l'animation de cet atelier également. Et ensuite, j'ai complété par 2 tonnes, puisque la partie débrief de la fresque du climat est un peu légère et peut laisser sur insatisfait. Et voilà. J'ai fini par me former à la méthode bilan carbone pour compléter complètement mes connaissances. J'anime donc l'atelier pour un public citoyen, dans l'enseignement, mais aussi en entreprise. Justement, il me semble que vous avez récemment formé le CODIR de la IMSA à la fresque du numérique. Quel était l'objectif ? Eh bien, IMSA, c'est la DSI d'MSA. IMSA vient d'obtenir le label numérique responsable niveau 1. Et dans ce cadre, le service RSSE, donc Géraldine Salvagnac, Bérit Aslemoine et Hélène Martin-Tronche, leur manager, m'ont demandé de sensibiliser les directeurs d'IMSA. Et c'est dans ce cadre que j'ai donc animé 3 ateliers de mai à août 2023, qui a 3 ateliers de la fresque du numérique. 15 directeurs IMSA ont libéré 3 heures de leur temps pour participer à ces ateliers, envoyant ainsi un signal fort à leurs équipes. Au regard de votre expérience multifresque, entre guillemets, je me demandais mais quels étaient les leviers clés, les facteurs clés pour susciter l'engouement des collaborateurs ? Alors, le format de la fresque est c'est un jeu d'intelligence collective, en fait, qui mobilise les échanges entre participants et favorise l'écoute, ce qui permet ensuite d'enclencher une dynamique positive autour de sujets complexes et graves
c'est un des leviers. Derrière cet atelier, il y a aussi toute une communauté qui propose un coaching éventuellement d'animateurs en entreprise. Le collectif pro de la fresque du numérique auquel j'appartiens accompagne toutes les entreprises qui le souhaitent et organismes qui le souhaitent pour déployer ces ateliers avec une grande qualité. Il y a tout un parcours qui aussi garantit la qualité de l'animation. On ne devient pas animateur très simplement. Il faut beaucoup d'engagement et d'éthique. Et ensuite, dans les valeurs de la fresque du numérique, il y a la duocratie, c'est-à-dire que chacun est légitime à prendre une initiative et est encouragé à la poursuivre jusqu'à l'achèvement de celle-ci. Et je me demandais quelle sera votre implication justement dans le déploiement des ateliers par l'Institut 4.10 ? Alors, l'Institut 4.10 s'engage, sort de sa zone de confort et s'engage pour déployer ses ateliers. Moi, je serai animatrice de la fresque du numérique et de la fresque du climat. Sachant que le petit plus de l'Institut 4.10, c'est 1 heure supplémentaire. C'est un atelier qui se déroule habituellement en 3 heures. L'Institut 4.10 a rajouté une petite heure, c'est-à-dire que toute la partie action de la fresque du numérique va être alignée avec le référentiel RSO de la sécurité sociale. Et les échanges vont porter sur des actions au sein de l'institution et en référence au référentiel RSO. C'est parfaitement clair. Merci beaucoup, Marianne. Merci à vous. Pour votre témoignage, votre mobilisation sur une thématique qui s'inscrit dans l'engagement 1 du référentiel RSO sur la gouvernance responsable. Merci. Rebonjour Isabelle. En tant que référente d'aider pour les DROM, et notamment à la DRSM de La Réunion, pourriez-vous nous dire en quelques mots, nous en dire plus sur l'animation d'une démarche RSO lorsqu'on est dans un département et une région d'outre-mer? Comment ça se passe? Par exemple, pourriez-vous nous parler de votre rôle au sein du groupe RSO DOM? Oui, tout à fait. Eh bien, je suis référente RSO Interdom depuis 2018, désignée par la CNAM. C'est une mission nationale. Et dans ce rôle, j'ai pour mission d'accompagner les organismes des DOM qui sont les CGSS et les DRSM dans leur démarche, dans la mise en œuvre des plans d'action. Chacun n'est pas au même niveau d'acculturation à la RSO. Il y a des personnes qui débutent dans le métier, il y a des personnes qui sont là depuis plus longtemps. Donc dans mes missions, il s'agit de les accompagner, de les conseiller, de valoriser l'expérience que j'ai acquise et de la transmettre autant que possible. Donc après, en effet, sur ces sujets, être référente pour les DOM, c'est une particularité, puisque les référents régionaux qui sont nommés s'occupent d'une seule région dans l'Hexagone, alors qu'être référent pour les DOM signifie s'occuper de 5 régions différentes, donc 5 DOM. Justement, je me demandais quels étaient les défis auxquels vous avez été confrontés pour fédérer ces organismes? Alors les défis, les 2 premiers que je vais citer sont évidents. Les 5 DOM concernés sont la Martinique, Mayotte, la Guyane, la Guadeloupe et puis la Réunion d'où je viens. La première difficulté, le premier défi, c'est la distance. Cette distance nous oblige à nous réunir plutôt en visioconférence qu'en présentiel. Et puis le décalage horaire qui est important, qui va jusqu'à 8 heures de décalage entre la Réunion et les Antilles, par exemple, ou la Guyane. Donc 8 heures en moins pour eux. Ce qui m'oblige, entre guillemets, à avoir des visioconférences et des réunions assez tardivement à l'île de la Réunion pour pouvoir avoir ces personnes en liaison. Voilà, donc ça, c'est les premières difficultés auxquelles je suis confrontée. Après, sans les appeler difficultés, mais il y a des particularités culturelles, il y a des particularités sociales, des particularités environnementales, excusez-moi. Donc voilà, chaque DOM est bien différent d'un autre DOM.
Et je souhaiterais faire une petite parenthèse. C'est rappeler quand même un petit poids géographique parce que il y a des personnes, lorsque je m'adresse à elles et que je dis que je viens de La Réunion, qui me dit « Ah, tu viens des Antilles ». Donc, je vais quand même rappeler que La Réunion et Mayotte se situent dans l'océan Indien, que Martinique et Guadeloupe se situent dans la mer des Caraïbes et que la Guyane est en Amérique du Sud. Isabelle, auriez-vous quelques petits exemples d'actions qui ont été mises en œuvre au sein de ce groupe ? Oui, tout à fait. Alors, en plus des actions individuelles qui sont menées dans chacun des organismes, en commun, nous avons mené comme action la préparation du newsletter RSO Interdom. Nous y travaillons actuellement, donc qui permet de diffuser les initiatives de chaque DOM et cette newsletter sera retransmise ensuite sur le U-Réseau. Et puis, dans cette newsletter, nous avons aussi prévu une dernière partie qui s'appellera le partage culturel, donc qui permettra aussi de donner des informations sur les particularités culturelles de chacun d'entre nous. Nous avons également mis en place à La Réunion, en premier lieu, en 2018, ce qu'on a appelé le GESER, le groupement d'entreprises solidaires éco-responsables. Et lors de nos entretiens avec les autres DOM, j'ai encouragé les autres DOM à dupliquer ce GESER chez eux, c'est-à-dire de créer des partenariats interentreprises afin de développer ensemble des actions sur le territoire en faveur du développement durable. Donc à La Réunion, c'est 5 entreprises qui se sont associées, dont la MGEN notamment, et puis la CGSS. La Martinique a lancé son GESER l'année dernière, et la Guadeloupe cette année. Et peut-être quelques mots sur les perspectives de ce groupe à l'horizon 2027 ? Alors les perspectives de ce groupe, c'est de bien entériner cette newsletter. Une fois que la première sera lancée, nous espérons bien une régularité trimestrielle dans ce domaine. Et puis, bien sûr, nous focaliser sur la nouvelle COGE qui met en avant le lien entre la santé et l'environnement et dans laquelle également il est souhaité une décarbonation du système de santé. Et c'est dans cet axe que nous allons nous diriger en commun dans cette activité Interdom. Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage. Qui met en valeur l'action de la sécurité sociale sur les territoires, en lien avec l'engagement 5 du référentiel RSO. Et je suis sûr qu'on aura beaucoup de questions pour vous tout à l'heure. D'accord, merci à vous. Je me tourne vers Najida Moussi. Bonjour Najida. Donc vous allez aujourd'hui intervenir avec une casquette qui est celle de l'ex-responsable mobilité RSO de l'URSSAF Languedoc-Roussillon. Alors je dis ancienne casquette, si je puis dire, puisque vous êtes aujourd'hui depuis peu. Vous avez rejoint l'URSSAF Caisse nationale en tant que responsable projet RSO. Et donc, on va être amené à se revoir régulièrement, et j'en suis très content. Vous allez nous parler de la mise en place du Flex Office sur le site de Montpellier. Déjà, une première question, qu'est-ce qui a conduit l'URSSAF Languedoc-Roussillon, finalement, à expérimenter une démarche de Flex Office ? Le projet a commencé lors du déménagement du siège de Montpellier et la rénovation intégrale du site. Donc la réhabilitation, elle a commencé pendant la crise sanitaire et alors que les projets et les programmes fonctionnels avaient déjà été réalisés. Donc les premiers travaux ont été réalisés dans le monde d'avant. Et on mesurait les impacts du monde d'après, notamment avec la généralisation du télétravail. Et en parallèle, les travaux #demain de la branche recouvrement qui répercutaient ces évolutions sur les organisations du travail. Donc il a fallu qu'on prenne en compte toutes ces évolutions au niveau des organisations, qu'on prenne aussi en compte les effets de la crise sanitaire sur notre projet immobilier. Donc en effet, avec plus de 90% des salariés qui étaient en télétravail 2 à 3 jours par semaine, il était impossible pour nous de continuer à produire un projet avec un bureau individuel pour chaque salarié. Et il me semble que vous voulez montrer une petite vidéo. Tout à fait. On va la regarder tranquillement. Le Flex Office, ou les nouveaux aménagements des espaces de travail. Le Flex Office, on en entend parler, mais qu'est-ce que c'est ? Voici le service A. Et leur voisin, le service B. Il
Ils partagent tous les deux le même étage. On y retrouve Des bureaux individuels, des bureaux collectifs une salle de réunion, et un espace de convivialité. Au début du télétravail, 40% de l'étage télétravaillait 1 à 2 jours par semaine. Julie, Pierre, Lucie et Eric télétravaillaient 1 jour par semaine. Pour Denis et Chantal, c'était 2 jours. Dans cette configuration, seules quelques personnes n'étaient pas sur site chaque jour. Mais ça, c'était avant. Avec le projet #Demain, le télétravail peut tous nous concerner. En projection pour demain, plus de 90% de l'étage sera en télétravail 2 à 3 jours par semaine. Voici ce que donnerait une semaine dans nos locaux actuels. Et l'on voit quelques limites. Tous les jours, il y a des espaces vides. Et ceux disponibles ne sont pas toujours adaptés pour travailler en petits groupes, pour accueillir toute l'équipe ou pour s'isoler en visioconférence. Et on se pose parfois d'autres questions. Qui va s'occuper de ma plante quand je ne serai pas là? Ou laisser un mot à mes collègues. En résumé, demain c'est Une nouvelle façon d'organiser le travail, de nouvelles attentes, de nouveaux besoins d'échange, de partage et de convivialité, mais aussi des espaces vides ou des lieux mal adaptés. Alors, pourquoi ne pas tenter de nouvelles configurations? Le principe du flex office, même espace, Mais aménagé différemment. des bureaux individuels adaptés à différents usages, travail solo, échange ou visio. Des espaces partagés pensés pour du travail collaboratif. Une salle de réunion modulable avec un grand espace pour tous se réunir. Ou plusieurs petits espaces pour travailler en sous-groupe. L'étage reste réservé aux services A et B, mais les lieux sont adaptés à leurs besoins spécifiques et à leurs attentes. Merci pour cette vidéo très inspirante. Najida, je reviens vers vous. Pouvez-vous nous en dire plus sur les étapes clés de la réalisation de cette démarche ? Pour lancer la démarche, on a lancé une démarche d'acculturation auprès de l'ensemble des salariés, donc que ce soit les représentants du personnel, mais aussi tout le personnel. Donc on a organisé un webinaire pour expliquer justement ce qu'était le flex office, parce que c'est vrai qu'à l'époque on en entendait beaucoup parler et on était loin des clichés qu'on pouvait imaginer, notamment dans le projet qu'on voulait proposer. Donc on a lancé une démarche, un groupe projet avec une expérimentation, avec des services volontaires pour participer et tester le flex office. Donc voilà, le fait d'avoir identifié des services volontaires, ça a été aussi la réussite et ça a permis aussi de faire adhérer la démarche. Donc la démarche, elle a été aussi participative, puisque tous les salariés concernés ont participé au groupe projet, les représentants du personnel, et notamment la commission santé et sécurité au travail, qui a été consultée du début du projet, de la phase de réflexion, jusqu'à la phase opérationnelle, mais également tous les services immobiliers, la responsable immobilier, les gestionnaires immobiliers, la maîtrise d'œuvre, voilà. Et donc, on est parti d'une page blanche. En gros, les salariés ont proposé, et il y avait vraiment une volonté de la direction d'accepter les propositions qui allaient être faites par les salariés volontaires. Donc, voilà, à travers ces ateliers participatifs, on a créé les espaces flex office. Ils ont proposé le matériel adapté et la direction, voilà, comme je le disais à l'instant, a été volontaire pour accepter les propositions des salariés concernés. Donc, dès le départ, on a été ambitieux, puisque ça a concerné au départ 18 personnes, donc 3 services volontaires. Et donc, l'espace Flex Office, c'est 8 bureaux en open space, plus 2 bureaux individuels. Et les managers
ont participé et ont souhaité être intégrés à la démarche. L'organisation est assez souple, on s'installe où on le souhaite. Voilà, il y a des règles d'usage qui ont été mises en place, mais l'organisation est souple. Voilà, ce qui explique aussi la réussite du projet aujourd'hui. Donc voilà. Et Najida, quel lien peut-on faire entre la RSO et le Flex Office ? Alors, il y a deux choses qui sont importantes. C'est qu'à la fois, ça permet de réduire notre empreinte environnementale, mais aussi et surtout d'améliorer la qualité de vie et le bien-être des salariés. Donc, la diminution de l'empreinte carbone, c'est avec la mise en place d'un taux de foisonnement ou un taux de flex de 60%. Donc, en gros, c'est 40% de postes de travail en moins, 40% d'écrans et autant d'armoires, puisqu'on est passé à une démarche zéro papier. C'est aussi le cas échéant si, quand on a des réorganisations ou des travaux futurs, ça nous évite aussi de refaire des travaux, donc ça diminue aussi l'empreinte carbone. Donc tout ça ont permis de réduire notre empreinte environnementale. Autre chose aussi, c'est que l'avantage, c'est que ça permet de rationaliser les espaces. Qui dit rationalisation des espaces, c'est aussi la diminution du chauffage, de la climatisation. Et est-ce que vous auriez un conseil, par exemple, à un organisme qui souhaiterait s'engager dans une telle démarche ? Alors, le premier conseil, ça serait vraiment de lancer une démarche participative, d'associer les salariés et les services concernés par le Flex Office. Deuxième conseil aussi, c'est vraiment d'intégrer le Flex Office dans les projets immobiliers ou dans le cadre de la réorganisation. Et nous, le principe qui est affirmé aujourd'hui pour l'ensemble des salariés qui sont nouvellement embauchés, c'est qu'ils intègrent le Flex Office, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bureau attitré. Merci beaucoup Najida. Votre témoignage, c'est vrai qu'on l'avait découvert, nous, sur le URSO, quand à l'époque, l'URSSAF Languedoc-Roussillon avait partagé un article. Et je crois qu'encore aujourd'hui, ça fait partie des articles qui ont été le plus consultés. Donc véritablement, merci pour ce retour d'expérience. C'est une démarche qui s'inscrit effectivement dans l'engagement 2 du référentiel RSO. Et encore une fois, n'hésitez pas à distance à vous poser des questions. Et peut-être que justement, avant de passer à cette séquence de questions-réponses, j'encourage toutes les personnes qui sont à distance véritablement à répondre au questionnaire de satisfaction. Je passe maintenant la parole à Guillaume Serre, à distance donc, qui pilote la démarche bilan carbone de la CAF des Alpes-Maritimes. Concrètement, quelles sont les étapes clés de la mise en place d'une stratégie bas carbone, en quelques mots ? Alors, les étapes clés finalement, c'est de réaliser une photographie, c'est-à-dire un bilan carbone de l'organisme afin de savoir où on en est, puis de calculer ce qu'on appelle les émissions incompressibles. Par émissions incompressibles, il faut entendre en fait finalement ce que l'on ne pourra jamais réduire. C'est en quelque sorte les émissions qui restent après avoir mis toutes les actions possibles et imaginables pour réduire un poste d'émission. Je continue un petit peu dans les explications. Par poste d'émission, en fait, c'est des familles, si vous voulez, d'émissions de carbone, d'équivalent carbone. Vous avez par exemple l'énergie, vous avez les déplacements, vous avez les achats, vous avez l'immobilier, le matériel. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on calcule, en prenant l'exemple du matériel, on aura toujours besoin, si vous voulez, de téléphones, d'ordinateurs, de chaises, de tables. Ben, il faudra travailler finalement sur les besoins, puis sur les filières d'approvisionnement, sur les durées d'amortissement. Alors, ce sont des exemples, afin de réduire au maximum ces émissions-là et d'atteindre ce que je vous appelle donc des émissions incompressibles. Une fois qu'on a donc calculé ces émissions incompressibles, ben après, c'est la mise en place de plans d'action. Alors, ça se fait sur beaucoup d'années. C'est des plans d'action qui sont très longs, pluriannuels, mais qui ont des objectifs qui sont très concrets pour vous imager, pardon. Sur le décret tertiaire, tout le monde le sait, on est à peu près sur une réduction on a une obligation de réduction de 60% des consommations d'énergie, des émissions, dues aux consommations d'énergie entre 2015 et 2050. Avec une stratégie bas carbone et ces calculs finalement d'émissions incompressibles, on est sur une réduction de 50% de tous les postes d'émissions. Donc c'est vraiment sur l'activité entière, alors, nous de la CAF des Alpes-Maritimes, toujours dans un ordre de grandeur, si vous voulez,
À la Cap des Alpes-Maritimes, on est avec le décret tertiaire à une réduction d'à peu près 300 tonnes de CO2. Avec la stratégie bas carbone, on est sur 800 tonnes. C'est pour vous montrer qu'on va bien au-delà, finalement, avec une stratégie telle, bien au-delà des obligations réglementaires. C'est assez pertinent. Alors, je continue un peu sur votre question. J'essaie de reprendre notre fil de conversation. Si vous voulez, donc après avoir mis en place ces plans d'action, tout ça, nous, la première action a été de focaliser sur la communication. On a sensibilisé, on a communiqué donc le bilan carbone à l'ensemble des employés et on a présenté donc la stratégie bas carbone et notre ligne de conduite, si vous voulez, à l'ensemble des managers, histoire que tous les services s'investissent là-dessus. On a en parallèle, comme le disait Marianne Ferré, un outil que vous a présenté Marianne Ferré, on a inscrit la formation fresque du climat au plan de formation. Et après, on s'est attaqué finalement aux deux principaux postes d'émission. On a commencé dans le vif du sujet, qui sont les déplacements et les consommations d'énergie. Sur les déplacements, donc, on a mis en place donc, un partenariat avec une entreprise de gestion de flotte et un service de covoiturage. On a signé aussi un protocole d'accord sur le forfait mobilité durable. Et sur l'énergie, finalement, notre premier travail a été de sciemment régler tout le matériel qu'on avait. Parce qu'on a beaucoup de matériel qui a des capacités de programmation, d'extinction automatique, de choses finalement pour gérer gérer une consommation raisonnée de ce matériel. Beaucoup de matériel en fait n'est pas réglé et c'est un grand dommage. C'est vraiment une action très simple à mettre en place qui demande peu de travail finalement, mais voilà, on s'y est attelé. Maintenant, on travaille beaucoup sur l'immobilier, sur la stratégie immobilière, comme vous l'a présenté notre collègue, sur justement bien gérer, optimiser les surfaces, avoir des bâtiments performants en énergie et changer finalement avec cette stratégie immobilière le déplacement, la façon de se déplacer. Peut-être en quelques mots, pourriez-vous nous expliquer quels sont les obstacles auxquels vous avez été confrontés lorsque vous avez lancé cette démarche de stratégie bas carbone ? Oui, alors le mot obstacle me dérangerait un petit peu. Pourquoi ? Parce que finalement, tout pourrait être considéré comme un obstacle. On change vraiment de façon de faire d'habitude, on change la focale. Donc en fait, tout peut prendre l'apparence d'un obstacle. Mais si vraiment on s'attache à tout ce que l'on gagne, je vais essayer de vous imaginer cela, ben, tout peut prendre la forme d'avantages. Vous savez, aux équipes de direction, aux dirigeants, moi je leur dirais alors des choses très simples. L'énergie que l'on ne consomme pas, c'est de l'énergie que l'on ne paye pas. Mais c'est très simple, mais il faut y penser. Enfin, c'est souvent, on l'a dans un coin de la tête, mais on ne le met pas en application. Ben, faisons-le. Sur l'énergie toujours, alors des choses un peu plus stratégiques, il y a possibilité par exemple de passer les budgets énergie, au lieu de l'avoir en fonctionnement, de le passer en investissement en travaillant sur, par exemple, l'installation d'énergie renouvelable. Il y a beaucoup de points comme ça où finalement, c'est une contrainte, c'est du travail, mais finalement, regardez, il y a beaucoup d'avantages à sortir là-dessus. Pour les équipes de direction, c'est souvent des avantages financiers et qui sont aujourd'hui très importants. Pour nos collaborateurs, pour les utilisateurs, pour vous et moi, finalement, je parlerai d'une vie de qualité. Vous savez, il y a du bon finalement alors certains vont le trouver par exemple dans le télétravail, mais il y a du bon à avoir une amélioration financière un petit peu en changeant son mode de transport avec par exemple le forfait mobilité durable. On peut avoir une vie de qualité au niveau, s'améliorer un petit peu au niveau physique, en changeant son mode de déplacement justement et en faisant un petit peu d'activité physique. Alors, certains peuvent être très réticents à cette idée, mais pourquoi pas ? Je ne dis pas que c'est des solutions où tout le monde doit le faire, mais le maximum de personnes qui pourraient s'engager là-dedans, c'est très très bon. Et aussi, pensons à notre petite thyroïde finalement.
amélioration de la qualité de vie toujours, il n'y a pas de mal à avoir un petit peu frais en hiver et un petit peu chaud en été. Moi, je dirais vraiment c'est ça, c'est reprendre les commandes, quoi, et arrêter de se dire, bon, ben, on a toujours fait comme ça, quoi. Et voilà. Guillaume, pour terminer, est-ce que vous aussi, vous auriez un petit conseil peut-être à donner à un organisme qui souhaiterait se lancer dans ce type de démarche? Oui, alors un conseil ou plusieurs, hein, moi je reste toujours ouvert si jamais des organismes ont besoin d'aide. Alors moi ce que je dirais c'est d'agir et d'encore agir. C'est pas en restant finalement un petit peu les mains dans les poches, en attendant que ça vienne par exemple obligation réglementaire, qu'on va changer les choses. Ce que je dirais c'est voilà, de mettre des actions en place, de mettre des plans d'action. La formation est aussi très importante de façon à acquérir un peu un langage, des notions, des clés pour savoir comment s'atteler au problème. En fait, il y a un éventail tellement grand. Je pourrais vous parler de certaines actions très stratégiques comme les contrats de performance énergétique. Ou le forfait mobilité durable, voilà, qui demande un certain travail. Vous avez des choses, des quick wins qui sont très simples à mettre en place. Je vous ai parlé par exemple du réglage du matériel, des extinctions automatiques ou autres. Mais voilà, l'essentiel, c'est toutes les actions, chaque geste compte, toutes les actions sont importantes. Ce qui est très important, et alors voilà, je vais résumer là-dessus, je vais pas trop m'étaler par rapport au temps dont je dispose. C'est finalement de mettre des actions en place, oui, mais de les analyser assez fréquemment de façon à pouvoir, sur un principe d'agilité, les modifier, les améliorer. On a beaucoup, comme je vous disais, on a beaucoup de solutions présentes sur le marché, sauf qu'elles demandent toutes à être adaptées à notre organisme, à notre entreprise. Donc, il ne faut pas avoir peur finalement de revenir sur une petite nuance, une petite adaptation, de façon à toujours s'améliorer et faire évoluer justement les projets. Merci beaucoup Guillaume et encore désolé pour ces problèmes techniques. Donc, il n'y a pas de souci, merci à vous. Merci beaucoup pour ce témoignage qui s'inscrit pleinement dans l'engagement 3 du référentiel RSO. Et je suis certain qu'on aura quelques questions pour vous dans cette séquence qui commence tout de suite, puisqu'effectivement, la séquence des questions-réponses à chacun d'entre vous. Donc je vais commencer par Marianne. Une petite question, Marianne. Pouvez-vous nous recommander une liste de quelques ateliers de sensibilisation parmi les très nombreux que l'on voit un petit peu sur le réseau? Je crois qu'on en avait dénombré une centaine. Une centaine. Je suis sûr que là-dessus, vous avez un petit conseil. Évidemment, la fresque du climat qui est le premier pas, en fait, et qui évoque l'aspect systémique, en fait, des émissions de gaz à effet de serre issues de nos activités humaines. Ensuite, la fresque du numérique, puisque nos activités, en tout cas au sein de la sécurité sociale, sont de plus en plus dématérialisées. Nos métiers sont souvent déployés avec des téléservices ou des services numériques. L'atelier d'automne, pour justement prendre confiance en soi et comme ça a été dit, évoqué précédemment, toutes les petites actions entraînent d'autres actions, entraînent une dynamique positive. Il y a un phénomène d'influence entre l'entreprise qui permet de plus en plus la mobilité durable et le salarié qui lui-même accède à ces nouveaux forfaits, ces nouveaux moyens. La fresque de la mobilité, pourquoi pas? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est les principaux, je pense que c'est les premiers à déployer, largement. Merci. C'est très clair. Merci beaucoup. Une petite question, peut-être, je me retourne vers Isabelle Lebon. Le fait d'être dans les DROM, c'est une question, c'est vrai, qui revient souvent, où les effets du changement climatique sont peut-être un peu plus ressentis que dans l'Hexagone. Donne-t-il un sens particulier à votre mission? Oui, en effet. Le changement climatique est bien ressenti dans les DROM et nous nous attachons particulièrement à ces sujets-là. Je prends pour exemple la situation de Mayotte actuellement avec la pénurie d'eau.
C'est une situation incroyable avec une sécheresse qui dure et des difficultés sociales qui s'en suivent et des difficultés de santé. Il y a des problématiques dues au changement climatique également aux Antilles. Après, face à ces situations, ça nous incite en effet à mener des actions de prévention, de sensibilisation et beaucoup de communication. Alors, j'ai utilisé le mot sensibilisation, même si mon conseil aux différents DROM, c'est de ne plus parler de sensibilisation, mais de parler d'action maintenant et d'information, parce que la sensibilisation, à mon sens, depuis le temps que l'institution travaille sur le domaine de la RSO, nous avons passé ce cap, et puis nous avons cet objectif 2030 face à nous. Nous ne sommes plus, a priori, en phase de sensibilisation, mais en phase d'action. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Najida, j'ai quelques questions pour vous. Avez-vous des exemples concrets, des éléments concrets pour mesurer effectivement l'impact de la mise en place du flex office? Est-ce que ça, c'est une question qui est peut-être revenue dans les différents échanges? Alors oui, en effet, alors on a des impacts à la fois sur nos consommations énergétiques, nos consommations énergétiques. On voit que la mise en place du flex office avec la rationalisation des espaces de travail, comme je le disais tout à l'heure, on ne chauffe plus des espaces vides ou on ne climatise plus des espaces vides. Donc de facto, ça permet de diminuer nos consommations énergétiques. Après, il y a aussi une autre conséquence, c'est aussi sur l'amélioration de la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, on est tous en télétravail et il n'y a rien de pire en fin de compte d'arriver sur un site où les bureaux sont vides. Et l'intérêt du flex office, c'est ça permet aussi d'être sûr de voir ses collègues, ça permet de créer des moments de convivialité, d'échanger et puis aussi de décloisonner les services. Très bien, merci beaucoup Najida. J'ai une petite question pour Guillaume Serre, en espérant que la technique suive. Guillaume, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Fabrice. Parfait. Une question très concrète. Quelle différence peut-on faire entre un bilan carbone et une stratégie bas carbone? Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Le bilan carbone, c'est vraiment la mesure de la quantité de carbone émise par une activité. Et la stratégie bas carbone, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces émissions. Je peux développer si vous voulez, mais ce sont deux choses vraiment différentes. C'est très bien, vous avez parfaitement répondu à la question. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Donc je vous propose de conclure notre échange en vous remerciant. Je précise juste qu'il s'agissait effectivement de la 3e émission que nous organisons dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. Et donc je tiens à remercier toutes les équipes de Lucans qui ont rendu possible cette émission, les équipes bien sûr de la direction de l'immobilier, de la RSO et des achats, la direction de la communication de Lucans. Je remercie tout particulièrement Catherine Técher pour ses posts et pour ses photos, puisqu'elle a suivi l'événement depuis à peu près une dizaine de jours. Un grand merci bien sûr à notre chef d'orchestre Antoine Wolf pour la réalisation et la production de cette émission. Et bien sûr, merci à vous de nous avoir suivis à distance durant ces 3 émissions. Et on se retrouve très bientôt sur nos réseaux. Merci.